L'Hebdo Politique. Bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo Politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78 pour l'épisode 230. Je suis au Bundestag à Berlin. Mon invité est ce soir le coprésident de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, le député allemand Nils Schmidt. L'Hebdo Politique. Nils Schmidt, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici au Bundestag pour cet entretien. Vous êtes membre du SPD, le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz. Vous coprésidez avec l'Assemblée, donc avec Brigitte Klinkert, le bureau donc de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. C'est une institution créée en 2019 qui regroupe 50 députés français et 50 députés allemands. Pourquoi est-ce que cette institution a été créée en 2019? Une assemblée binationale, c'est unique au monde. Oui, c'est unique et c'était nécessaire parce que l'idée est d'accompagner la mise en œuvre du traité d'Aix-la-Chapelle qui définit les grands axes de la coopération franco-allemande entre les gouvernements. Et alors, nous, on aimerait bien voir les parlements mieux impliqués dans ces travaux-là. Et donc, on suit les différents projets que les deux gouvernements ont entamés. En même temps, on veut que les commissions permanentes des deux parlements coopèrent de manière plus étroite. C'est pourquoi il y a eu un accord interparlementaire à côté du traité entre les deux exécutifs. Quelles sont les missions exactes, les prérogatives que peut avoir cette assemblée parlementaire entre deux pays, cette assemblée parlementaire franco-allemande? Par contrainte constitutionnelle, on peut émettre des recommandations pour les deux assemblées parlementaires, le Bundestag et l'Assemblée nationale. Et on a pour mission de formuler des recommandations, parfois à partir du travail qu'on fait des groupes de travail de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et en même temps, on veut harmoniser la transposition de directives européennes dans le droit national des deux côtés du Rhin. Donc je l'ai dit, cette assemblée parlementaire franco-allemande, elle est composée de 50 députés français, 50 députés allemands sélectionnés donc dans les deux assemblées. Vous y avez tout de suite voulu y prendre part. Dès 2019, vous étiez membre avant d'en devenir maintenant le coprésident. Pourquoi est-ce que vous avez eu à cœur cet engagement pour les relations franco-allemandes? Vous êtes né à Trèves, juste à côté donc de la frontière, dans le land du Bade-Württemberg. C'est proche du Luxembourg, de la Moselle aussi. Vous vous sentez proche de la France? Oui, en fait, j'ai grandi dans le Bade-Württemberg. J'avais choisi le français comme première langue étrangère au collège et puis au lycée. Et donc, la relation franco-allemande me tient beaucoup à cœur. Et c'est pourquoi j'ai trouvé fascinant de pouvoir créer cette assemblée-là, élaborer son règlement et faciliter des approches communes entre nos deux assemblées élues. Et je pense que le rôle des parlements dans l'amitié franco-allemande devrait être renforcé. Et en fait, il y a même un lien personnel avec l'Île-de-France parce que mon correspondant français, lui aussi, il a grandi dans les Yvelines, donc j'y suis fréquemment allé pour passer mes vacances, pour faire l'aller-retour entre Paris et Stuttgart, et on a visité tous les monuments de Paris en prenant le RER de Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est un peu le prolongement de cet engagement personnel. Paris n'a donc plus de secret pour vous. Quelle est l'image de la France que vous aviez lorsque vous étiez tout petit, enfant? Quelle image vous aviez de l'autre côté de la frontière? Qu'est-ce que vous entendiez? Qu'est-ce que vous imaginiez? Oui, l'art de vivre, la cuisine française, la civilisation française, la langue, aussi
bien évidemment les grands monuments à Paris, mais aussi en province. Alors sur les relations franco-allemandes, maintenant j'y reviens. On utilise souvent, nous en France, l'expression de couple franco-allemand. Pourtant, vous en Allemagne, vous n'utilisez pas du tout ce terme. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette expression française ? Je l'aime beaucoup. En fait, nous, on vient plutôt du côté technique. Les Allemands sont connus pour être ingénieurs, donc on parle du moteur franco-allemand. Et ça revient à définir la relation plutôt sur des bases du travail à faire, de la machine qu'il faut mettre en marche, alors que l'expression française est plus émotionnelle. Et en fait, je pense que c'est pas une question de relation technique, mais c'est vraiment un amour qui s'est créé entre nos deux peuples, et notamment les individus des deux côtés du Rhin. Et c'est important de le voir de ce côté-là. Alors la dernière réunion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande s'est déroulée donc le 7 novembre dernier au Bundestag, ici à Berlin. C'était la première séance en présentiel depuis le Covid qui a dû repousser donc toutes les réunions à distance. Alors comment se passe aujourd'hui une séance plénière ? Quel sujet est-ce que vous avez abordé durant cette dernière Assemblée parlementaire franco-allemande ? L'important, c'est le contact personnel, et on était très heureux de pouvoir reprendre... Et puis voir les nouveaux députés français qui ont été Oui, aussi... en fait, il y avait des élections des deux côtés. En automne de l'année dernière, c'était les législatives en Allemagne, et puis les législatives en France. En juin en France, et c'était très bien de pouvoir relancer nos travaux en présentiel. Et le courant est très bien passé entre les élus. Il y a eu pas mal de nouveaux élus, notamment les nouvelles présidentes des deux assemblées, Madame Braun-Pivet et Madame Bärbel-Bas. C'était très important qu'eux aussi ont tissé un lien très personnel, et cela s'est vu lors du dîner qui a clos notre réunion. Les débats se sont portés sur l'Europe. Donc il y avait les deux ministres des Affaires étrangères. Madame Colonna était représentée par Laurence Bohn. Et puis on a eu un débat, je dirais, en plénière sur la politique énergétique. Parce que c'est un sujet crucial en ce moment. Oui, crucial, mais aussi qui est plutôt où il y a des désaccords traditionnels entre l'Allemagne et la France, mais c'était très important d'aborder ce genre de sujet aussi. En tant que coprésident du bureau, donc c'est vous qui préparez l'ordre du jour. Comment et par qui les sujets sont abordés ? Qui décide en fait de quoi on va parler dans cette assemblée franco-allemande ? En fait, c'est le bureau qui décide de cela, et on a toujours intérêt à faire intervenir des ministres des deux côtés. Cela s'est fait chaque fois lors de nos réunions. Et on a introduit un élément plus parlementaire avec le débat entre nous, c'est-à-dire un débat sur des questions d'actualité avec des interventions des députés de tous bords. Et ça a créé vraiment l'ambiance d'un parlement, et j'aime beaucoup cet aspect-là. Alors cette réunion s'est déroulée dans un contexte de refroidissement des relations entre la France et l'Allemagne. Plusieurs différences sont apparues donc ces dernières semaines, mis en lumière par les bouleversements de la guerre en Ukraine. Face à l'inflation des prix d'abord de l'énergie, vous en parliez, début octobre, la France avec 14 autres pays de l'UE souhaitait plafonner le prix du gaz. L'idée, c'était de négocier en groupe le prix du gaz aux pays fournisseurs. L'Allemagne, elle, s'y était opposée. Pourquoi ? Bon, l'Allemagne ou le gouvernement allemand était très sceptique à l'égard d'un plafonnement de prix, alors que l'idée d'un achat groupé fait consensus, et l'Allemagne le soutient pleinement. Je pense que là, on a trouvé un beau compromis, parce qu'il y aura donc la possibilité de trouver aussi un moyen de plafonner les prix du gaz. Mais l'important, c'était la réaction de l'Allemagne et de la France face à l'agression russe en Ukraine.
entre le président Macron et le chancelier Scholz, il y a une harmonie parfaite en ce qui concerne le soutien financier, politique, diplomatique et aussi militaire à l'Ukraine. On est sur la même ligne en ce qui concerne la livraison d'armes. Le chancelier Scholz a tout de suite repris la proposition d'Emmanuel Macron sur la création d'une communauté politique européenne. Ça s'est passé à Prague. Oui, et les deux présidents, accompagnés par M. Draghi, président du Conseil italien, et le président Iohannis de Roumanie, ont fait un voyage commun à Kiev pour ouvrir la porte de l'adhésion à l'UE pour l'Ukraine. Et cela me paraît plus important que des frictions sur quelques dossiers techniques qui vont être résolus dans un bref délai de temps. En fait, sur les grands projets d'armement communs, tels que le SCAF, donc l'avion de combat du futur, on s'est mis d'accord, donc les questions techniques ont été résolues, et ça montre que parfois les dossiers sont plus compliqués qu'on pourrait l'attendre, mais au bout du compte, il y a un accord, et c'est ça qui compte au final. Ouais. Autre point un petit peu compliqué du point de vue des relations franco-allemandes, c'est la question, vous commenciez à en parler, de la défense européenne. C'est un projet que pousse Emmanuel Macron fortement en France, mais l'Allemagne se montre parfois réticente. La guerre en Ukraine a bouleversé votre stratégie militaire en Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz a lancé un plan de 100 milliards pour donc moderniser l'armée allemande, mais cet argent sera investi en partie pour acheter du matériel américain via l'OTAN, plutôt que pour construire les contours de cette défense européenne. Alors ça agace un petit peu parfois en France. Vous, est-ce que vous ne semblez pas tellement emballé par cette idée de défense européenne? Vous privilégiez plus l'OTAN? Non, ce n'est pas le cas. En fait, l'OTAN reste le pilier de la sécurité européenne et aussi de la sécurité de l'Allemagne, mais le budget spécial consacré à la défense allemande a pour objectif de remplir les lacunes dans nos arsenaux. Et c'est pourquoi il faut faire vite. Et cela ne contredit pas notre engagement en matière de projets européens communs tels que le SCAF ou le char du futur. En fait, il est prévu de financer les prochaines étapes de ces projets-là à base de ce fonds spécial. Donc, il n'y a pas contradiction là-dessus, mais en fait, il faut acheter des munitions, des frégates, des hélicoptères sur étagère pour faire vite et pour pallier au sous-investissement dont a souffert notre armée. L'hebdo politique. Toujours avec Nils Schmitt dans l'hebdo politique. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Nils Schmitt, président de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et député au Bundestag du groupe SPD. Sur les questions de relations internationales, maintenant, Nils Schmitt, vous êtes le porte-parole du groupe SPD au Bundestag sur ces questions. La position d'Olaf Scholz avec la Chine est très critiquée. Le chancelier a été le premier dirigeant européen à se rendre à Pékin en visite à Xi Jinping depuis le Covid. Sa visite a fait grincer des dents, même ici en Allemagne, les Verts allemands, dont la ministre des Affaires étrangères, qui a appelé à ne pas faire avec la Chine les mêmes erreurs qui ont été faites avec la Russie. Est-ce que l'Allemagne est-elle trop pro-chinoise ? Non, je dirais que la stratégie allemande envers la Chine a profondément changé. Cela se voit dans le contrat de gouvernement que les libéraux, les Verts et les sociaux-démocrates ont élaboré ensemble. C'est un changement de cap très très net. Pour la première fois, l'Allemagne définit
une politique sur la Chine axée sur ce que j'appelle la Sainte Trinité, donc le triangle de rivalité stratégique, concurrence et coopération. Pour la première fois, la question de Taïwan est mentionnée dans un contrat de gouvernement allemand et on est très clair sur la question des droits de l'homme. Et pour la première fois, un chancelier allemand, dans une conférence de presse à Pékin même, a énoncé des propos très très nets sur ces questions-là. Donc c'est vraiment un changement d'époque, comme l'a dit le chancelier. La Chine, la politique chinoise a changé. Il faut que nous adaptons notre politique aussi. Et cela veut dire qu'on élabore une stratégie européenne envers la Chine. Il faut sortir du carcan strictement bilatéral de notre relation avec la Chine. Et il faut aussi englober la dimension, je dirais, de rivalité stratégique et de concurrence technologique dans notre projet de politique sur la Chine. En même temps, le chancelier a repris la formule du président Macron sur la souveraineté européenne. Et c'est très, très important en ce qui concerne la Chine, parce que ce n'est pas seulement une question de freiner les avancées, le progrès de la Chine, ce n'est pas vraiment notre tasse de thé. L'important, c'est que nous, démocratie occidentale, démontrent au monde et à nos concitoyens que nous sommes pleinement capables de créer de la prospérité économique, de garantir la cohésion sociale et un développement durable. Et là, il faut investir beaucoup plus dans les capacités de l'Europe à innover, à créer de nouvelles technologies en matière d'intelligence artificielle, par exemple. Sur la question des relations avec la Chine, il y a ce cas du port de Hambourg qui a été également très critiqué. Une entreprise chinoise a racheté donc 30% du port. Est-ce que ce n'est pas un cadeau que l'on fait encore une fois aux entreprises chinoises ? Non, pas du tout. En fait, il s'agit de la participation minoritaire dans une société qui gère un terminal du port d'Hambourg. Donc, il n'y a pas eu de transfert d'infrastructure. Et c'était, pour le port d'Hambourg, très, très important d'avoir cette relation-là, parce qu'il y a une concurrence entre ports européens, et d'autres ports européens ont déjà conclu d'accords comparables. Mais il faut en retenir une leçon très très précieuse, c'est qu'il faudrait avoir des règles européennes là-dessus, sur les infrastructures critiques. Il faut que l'Europe crée des règles communes pour éviter ce genre de course aux investissements chinois. La Coupe du Monde au Qatar a fait beaucoup polémique chez nous. La France insoumise et les écologistes ont appelé au boycott. Les principales villes françaises ne souhaitent pas diffuser les matchs sur écran géant sur les places publiques. 42% des Français disent qu'ils ne regarderont aucun match de la Coupe du Monde. Ici en Allemagne, ce chiffre monte même à 70%. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? Je pense qu'il faut éviter les réponses faciles. Boycotter la retransmission des matchs, c'est très facile, mais cela ne change rien au fond de l'affaire. Les conditions de travail pour les ouvriers étrangers restent un sujet très sensible. Et je pense que le vrai test de notre engagement en faveur des droits des travailleurs, c'est de bien regarder ce qui se passera après le championnat mondial. Qui, dans 2 ans,
aura encore l'intérêt et l'attention portée aux conditions de travail et à la situation, je dirais, politique, économique au Qatar. C'est ça la question. Et est-ce que les mêmes gens qui s'intéressent beaucoup au Qatar en ce moment s'intéressent en même temps aux conditions de travail des travailleurs étrangers en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis? C'est là le vrai débat. Et il ne s'agit pas de quelques facilités en la question d'avoir l'arc-en-ciel déposé sur le brassard. Sur le brassard. Bon, cela aurait été un beau signal, mais ce qui compte vraiment, c'est le fond, et c'est la question, est-ce que le Qatar et les autres pays du Golfe seront plus ouverts pour un pluralisme politique, pour le droit des travailleurs, mais aussi le droit de s'organiser en syndicat? C'est ça où le bas blesse vraiment. L'actualité internationale, c'est aussi cette COP27 qui s'est conclue en Égypte. Un accord pour aider les pays du Sud a été conclu. En revanche, aucun programme pour réduire encore plus les émissions de gaz à effet de serre n'a été décidé. Est-ce que vous jugez que cette COP27 a été un échec? Une déception, sûrement. Et un échec partiel. Donc, il y a eu du progrès sur la question de la compensation des dommages des pays du Sud faits par le changement climatique. Mais sur la question centrale, on n'a pas eu de progrès. Et c'est très, très regrettable et c'est une vraie déception. Le Green Deal européen, lui, est toujours là, mais la guerre en Ukraine complique un peu ses ambitions. Est-ce que nous pourrons réussir à réduire de 55% nos émissions en 2030 par rapport au niveau de 1990, malgré la guerre en Ukraine qui dure? Oui, on peut le faire. L'Allemagne a démontré qu'on peut le faire parce que la sortie du charbon, de l'usage du charbon comme combustible pour les centrales électrique va être accélérée. L'Allemagne devrait bientôt ouvrir la voie à l'usage du cannabis récréatif. Nous sommes très loin de cette décision. Nous, en France, notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit, je cite, « La drogue est un poison qui sème la mort et la violence. Vouloir légaliser le cannabis est une défaite morale. » Pourquoi voulez-vous, vous, le légaliser en Allemagne ? Je pense qu'il faut sortir des généralités philosophiques sur le cannabis. La politique du tout répressif ne fonctionne pas, ni en France, ni en Allemagne. C'est pourquoi nous, on veut un cadre très, très rigide pour l'usage légal du cannabis. Et il y aura une évaluation après, je pense, 2 ans, pour voir si ça marche. Donc on fait très attention à ne pas créer l'impression que il est très, je dirais, recommandé d'utiliser du cannabis, mais il faut sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent pas mal de pays européens. Anna-Helena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, a évoqué l'idée de réunir les 2 assemblées, française et allemande, à Versailles pour célébrer les 60 ans du traité de l'Élysée en janvier 2023. Vous soutenez cette proposition de votre ministre ? Oui, en fait, les 2 parlements sont en pleine préparation de cet événement majeur. Je me réjouis de cette idée-là et on va organiser une belle fête. Avec le recul, est-ce qu'on peut dire que le défi que s'étaient lancé le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer de rapprocher les peuples français et allemands avec ce traité de l'Élysée, est-ce que l'on peut dire que ce traité a fonctionné ? Oui, il a très bien fonctionné. Et maintenant, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, on a élargi le champ de travail et on a très bien intégré
la relation bilatérale franco-allemande dans la perspective de l'intégration européenne. Et c'est ça qui est vraiment un grand progrès, je pense. Bien, merci beaucoup, Nils Schmidt, d'avoir été avec nous dans l'Hebdo Politique. Avec plaisir. Merci aussi au Fonds citoyen franco-allemand qui a soutenu cette émission. Je rappelle, Nils Schmidt, que vous êtes député du Bundestag et coprésident de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. L'Hebdo Politique, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.